Le vendredi à 13h, le sport prend le pouvoir sur 98 FM. Place à IDFM Sport. Le stade de la route de Lorient-Ferré. Non, il m'écoute pas. C'est Manu qui a dit ça. But! Oh, le but exceptionnel encore une fois! Pedro Miguel Pauleta! Nanterre, un club qui était en dernière division de département il y a quelques années, qui est champion de France. Donc affaire à suivre, tout simplement, affaire à suivre. Allez à nous, celle-là. Les mecs de Paris sont balèzes. Ils sont balèzes, les mecs de Paris. Marie, je vais couper les micros. Attention. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Quand tu fais un tournoi, peu importe, t'en fais jusqu'au bout. Les supportristes ont renoncé à faire du shopping en ce samedi après-midi pour venir encourager. Les Parisiens sont heureuses. Oui, vraiment. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Ah oui, génial. Mecs, ils sont quand même derniers, au fond du fait tout, voilà. Allez mon petit bonhomme! Oui, mon petit bonhomme, bravo! Et puis comme dirait l'autre, après avoir vécu une saison comme ça, on peut mourir tranquille en tout cas. Pas encore, le plus tard possible. Non, laisse-moi terminer. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la planète IDFM Sport pour la 5e semaine de cette saison, pour la 43e émission d'IDFM Sport. Si c'est pas incroyable cette durée de vie, ce temps passé à l'antenne, et je ne m'en lasse pas. Avec moi aujourd'hui bien sûr, comme chaque vendredi 13h-14h, Monsieur Greg Rouillard, Monsieur Info est avec nous. Salut Greg. Salut Manu, salut à tous. Ça va ? Très bien et toi ? Superbement bien, très très Royal. bien. Et Diamari également, qui viendra nous parler d'un coup de cœur aujourd'hui. Un coup de cœur aujourd'hui. Ces dernières semaines, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais beaucoup de petite coups de cœur. forme. Ouais. Non, mais beaucoup de coups de cœur ces dernières semaines. Tu disais petite forme avant de venir dans le studio aussi. Petite forme. Aïe, aïe, aïe. On prépare les 10 km de Saint-Denis dans avec une Linden semaine et demie. Non. Ah, tout seul. Hein. Linden, on va pas revenir sur ces soirées du samedi soir avec Monsieur Greg Drouillard. Justement, Bravo attention, la préparation physique. j'ai quelques questions Ça de parle de auditeurs. sport au micro, mais bon. Exactement, mais le week-end, il n'y en a pas beaucoup. Ou un autre sport. journalistes, sinon on serait sportif de niveau. Linden Lutello, vous en avez entendu parler, il est avec nous aujourd'hui. Vous l'avez également en peut-être croisé studio. samedi soir. Et vous l'avez peut-être croisé samedi soir. Salut Linden. Salut Manu, salut l'équipe. Comment ça va Linden depuis samedi? Ça va très bien. Moi en tout cas, j'étais très bien, j'étais en forme. Moi aussi. Greg était d'un parti donc. Linden, on va débattre Greg aujourd'hui. reste silencieux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lui reste silencieux. Il va répondre tout à l'heure les amis, j'ai une surprise. Linden, les débats aujourd'hui. Alors les débats, on va parler de l'équipe de France parce que les barrages, ils arrivent. Ouais, tout à fait. Il y a l'Australie et puis À la grands pas. Finlande. Alors gagner des points pour le classement FIFA, pour finir tête de série. Donc on va un peu en parler. La compo, c'est tout ce qui va arriver. Puis on va un petit peu voyager. Exactement. On va aller jusqu'au Maroc. Oh, Jamais fait. c'est pas vrai. Jusqu'au On va- Maroc. On va parler donc du rallye Aïcha des Gazelles. Tout à fait. Donc avec l'équipe Les Gazelles d'Anguin qui sont avec la représentante qui est Elisabeth Megreli si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, bonjour. Qui est je la présente, j'anticipe, t'as vu? C'est vrai, mais c'est bien, t'as raison, Je t'as prends ta raison. place, Tu voilà. veux prendre ma place, c'est bien. C'est exactement comme ça, on est en concurrence permanente. Donc voilà, ça sera les débats de l'émission aujourd'hui. Tout à fait. Tu l'as présenté, donc on va lui donner la parole. Elisabeth Megrelis qui est avec nous. Vous faites partie d'un équipage à deux, notamment avec Ludivine Conil, c'est bien ça. Et vous partez pour le Maroc d'ici quelques mois, au mois de mars, du 19 au 27 mars. Et on parlera justement de votre belle aventure peut-être. C'est exact. On reviendra avec vous. La dernière personne que je ne vous ai pas présentée, c'est bien sûr Monsieur Valentin Paris. Monsieur Valentin Paris qui a commenté, mes amis, la semaine passée, le Red Star Colmar. Ça y est, Un ça grand monte. match. Un grand match. Très grand match. Un excellent match, il faut quand même le dire. Oui, Linden. Il a pas encore fait le Colmar Red Star dans l'autre sens. Et là, on lui expliquera en temps voulu. On lui expliquera en temps voulu le déplacement très chaud du côté de Colmar. Salut Valentin, comment ça va? Salut Manu, salut à tous. Ouais, ça va super cette semaine. Très bien. Ça va super, très oui. bien. Bon, alors raconte-nous un petit peu, parce que c'est un journal d'Île-de-France un petit peu spécial qu'on va Ouais, retrouver cette semaine. on va faire un petit focus quand même sur le Red Star où c'est la crise. Ouais. Ça y est, c'est le début de la crise. Laurent Fournier limogé. Ça va être très très compliqué les semaines à venir pour Et donc l'équipe. du coup, qu'est-ce qu'on a que dans ce studio? Donc on va accueillir Sébastien Robert, Ouais. donc, qui a pris l'intérim. Tout à fait, directeur technique du Red Voilà. Star et qui a pris l'intérim, donc tu l'as dit, de Laurent Fournier. Il sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Mes amis, avant de commencer l'émission, vous en avez pris l'habitude maintenant, les auditeurs ont le droit de s'exprimer, les auditeurs ont le droit de poser des questions. Et eh bien Quelle est la écoutez, demoiselle de la semaine? j'ai une première question, mes amis, justement, une première question, eh bien écoutez, fort intéressante. Et ce coup-ci, j'ai des preuves audio, donc voilà, on pourra plus se défiler
très chers amis. Donc les questions et les messages des auditeurs. On a retrouvé d'ailleurs Jennifer qui nous a laissé un message pour Eddy. Jennifer apparemment pas très contente des dernières chroniques de notre jeune romantique. Pourtant, elles sont bien. Pourtant, je les trouve très très bien moi aussi, mais apparemment voilà ce que nous dit Jennifer. Alors Eddy, je te laisse écouter, puis on répond juste après. Eddy, Amaury parle toujours au passé. Serait-il fan d'Éric Zemmour? Alors Eddy, je sais pas, elle nous a demandé ça. Jennifer, elle dit qu'apparemment t'es très nostalgique. Elle adore l'émission. C'est vrai que Zemmour, il est un peu comme ça aussi. Hein. Un peu réac, quoi. Un peu réac, notre ami Eddy Amaury, non? Non, je vais me fâcher, les amis. Bon. On n'en répond pas. Bizarrement, j'ai l'impression de reconnaître la voix de Jennifer. Ouais, elle est sur mon répondeur. Et puis j'ai John, les amis. John, alors lui, c'est un touriste américain, fan de l'émission. Il nous écoute d'ailleurs depuis Sacramento, tous les vendredis. Depuis Sacramento. C'est loin, Sacramento. Et John était de passage ce week-end à Paris et il a voulu poser une question à Linden et à Greg. J'ai vu Litelo et Rouilla dans une grande boîte parisienne samedi. Ont-ils pris la grosse tête? Alors les amis, moi je sais pas, c'est apparemment quoi ce délire vous sortez dans des soirées, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous avez pris la grosse tête les gars ou pas? Je veux dire, ils ont pris la grosse tête. Ils ont pris la grosse tête, moi je suis d'accord. Si bien. John le dit, John est américain, il sait ce que c'est. Ouais, entre nous Manu, t'étais invité à leur soirée? Non, pas du tout. Voilà. Pas du Donc tout. ils ont pris la grosse tête. Ouais, ils ont pris la grosse tête, ils ont oublié. Carton jaune pour les deux, ça commence bien, 5 minutes de jeu. Désolé les gars. Et courez pour La sortir prochaine du fois, on sera avec vous. Et puis bien sûr, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité autour de ce programme. C'est Monsieur Valentin Paris. Alors là, j'ai Daniel, un Québécois de Montréal ce coup-ci, qui encourage bien sûr toute l'équipe avec un gentil message. On te remercie Daniel puisque tu nous écoutes. Alors lui, il est fan de téléfoot et il interpelle Valentin sur une question très importante. Est-ce vrai que Valentin est bourré tous les dimanches dans Téléfoot? Alors voilà, pareil, moi j'ai envie de demander un droit de réponse, mon cher Valentin, parce qu'on a parlé la semaine passée, excusez-moi, de cette fameuse émission de téléfoot où tu as été interviewé en sortie de soirée. Mais malheureusement, nous n'avons pas l'audio. Et on n'a pas donc l'audio. Donc je ne prononcerai pas. Donc tu n'étais pas sous. Je n'étais pas sous. Il a dit bourré parce qu'il est québécois, donc on peut pas se permettre, hein, bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est parti pour IDFM Sport, on l'a dit. 43e semaine depuis sa création, ça fait plaisir. Et on commence, bien, à son habitude, comme d'habitude, par les infos de Monsieur Greg Drouillard. Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouillard. Et mon cher Greg, on commence non pas avec du football pour la première fois de l'histoire de cette émission, mais avec du rugby. Ouais, parce que le football, on va revenir dans les débats, donc je les garde pour les débats, voilà. Du rugby avec la première journée de H-Cup, et oui, est-ce que ce sera la dernière saison de la H-Cup? On a posé la question il y a 2 ou 3 semaines. On a donné une réponse plutôt négative. En tout cas, on commence la H-Cup avec dans la poule 1 le Castres Olympique, le champion de France qui accueille Northampton. Ce sera samedi à 16h40. Un gros match pour les Castrais. Dans la poule 2, Toulon, le champion d'Europe en titre, accueille Glasgow. Ce sera dimanche à 16h. Dans la poule 3, ce sera ce soir, vendredi donc à 21h. Toulouse qui accueille les Italiens de Parme. Grosse correction en perspective pour les Parmesans, bien sûr. Dans la poule 4, choc 100% français entre le Racing Métro et Clermont. Ce sera dimanche à 21h. Dans la poule 5, Montpellier se déplace en Italie à Trévise. Ce sera samedi à 14h35. Enfin, dans la poule 6, Gloucester reçoit Perpignan. Du hand. Allez, on passe au handball, bien sûr. Avec la 5e journée qui a démarré, c'était mercredi soir, avec la victoire difficile du Paris Handball à Ivry dans le derby francilien, 26-23. De son côté, Dunkerque a battu Nantes, c'était à Nantes, et donc les Dunkerquois collent l'équipe parisienne en tête du classement. On le rappelle, ces deux équipes ont joué elles ont joué en avance puisqu'elles joueront la Ligue des Champions ce week-end. Les Parisiens seront à Skopje en Macédoine et les Dunkerquois seront au Danemark à Kolding. Autre rencontre, Toulouse accueille Tremblay et Aix-en-Provence reçoit Chambéry. Demain, Dijon accueille Nîmes. La deuxième journée du jeu de la Pro A et on va bien sûr parler de basket. De basket avec le programme. Ce soir, Le Mans accueille Gravelines. Demain, on a le droit au choc, l'éternel choc. Enfin, c'est plus un choc, mais bon. Le vieux choc, Pau Orthez Asvel. Rouen reçoit le Paris-Levallois qui s'est pris une bonne rouste lors de la première journée. Demain, Nanterre accueille Antibes. Lundi, Dijon est à Nancy. Enfin, mardi, Limoges reçoit Cholet. Un petit mot de Formule 1, c'est ça, et le reste, bien sûr, de l'actualité. Yes, le F1 avec le 15e Grand Prix de la saison. Ce sera
au Japon, Au voilà. Japon, tout à fait. Au Japon avec Suzuka. avec une question. Sébastien Vettel sera-t-il champion du monde pour la 4e fois consécutive? Je le pense que ça se fera à Suzuka. 3 hommes l'ont fait seulement. Ouais. Juan Manuel Fangio et Michael Schumacher. Voilà. C'est fou. Et sûrement Sébastien Vettel. Sans doute. J'ai vu un sondage qui m'a étonné dans la semaine, c'est auprès des Allemands, Sébastien Vettel est plus aimé que Michael Schumacher. C'est vrai, mais peut-être qu'il a un comportement plus sportif que Schumacher était, c'est vrai, considéré comme très anti-sportif. Ouais, Alors peut-être qu'il avait peut-être pas la vrai, bonne image. mais c'est étonnant. C'est ce étonnant. qu'on aimait chez Schumacher aussi. Oui. Ou c'est ce qu'on détestait. Ouais. Non, mais aujourd'hui, regardez la Formule 1, il n'y a pas de personnage dans la Formule 1. Il y en a quelques-uns. Souvenez-vous de l'époque de Villeneuve et Schumacher, vraiment, quand ils se rentraient dedans. Il y a eu certains grands prix où Schumacher, on se souvient, rentrait vraiment volontairement dans Villeneuve. Alonso a plus de charisme qu'un Damonil ou un Jacques Villeneuve, par exemple. Bon. C'est un débat qu'on a déjà fait. Plus qu'un Jacques Villeneuve, ouais. Trop playboy, un peu trop lisse. Non, Alonso c'est est mon plus beau. avis. Alonso est beau, c'est vrai. Cette émission dévie, les amis. Ouais. À toi la parole. En moto, on dispute le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang. Enfin, en cyclisme, on court la classique Paris-Tours. Ce sera dimanche entre Paris et Tours, bien sûr. Tout à fait. Remporté un jour de pluie par Richard Virenque il y a quelques années. Exactement. C'était le grand 2003, souvenir. je crois, si mes Ouais, c'est souvenirs sont exactement bons. ça. Ouais. Arrivé avenue Gramont, la plus grande avenue de Tours. Incollable ce grec, bien sûr. Et puis le film. Et le film. C'est quoi la proposition cette semaine alors? Cette semaine, alors je suis revenu parce que la semaine dernière, j'en ai pas du tout parlé, c'est une grosse faute, puisque Vladimir Klitschko a conservé ses titres WBA, IBF, WBO, IBO contre le russe Alexander Povetkin. Faut quand même le dire, les frères Klitschko, c'est parmi les plus grands boxeurs de tous les temps, on peut les mettre dans cette catégorie-là. Et je vous conseille de regarder le film sur les frères Klitschko. Ah, il y a un film sur les frères Exactement. Klitschko alors, d'accord. Avec un retour sur leur enfance très dure, avec un père militaire, élevé dans des conditions juste à côté de la centrale de Tchernobyl. D'accord. Donc un très beau film à regarder. Encore une belle histoire de sport en tout cas. Très belle histoire de sport. Tu rappelles juste le nom, Greg, de ce film, Les Frères Klitschko. Ouais, le film Klitschko. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour cette belle proposition. Vous avez d'ailleurs suivi les suggestions tout autour du tableau, messieurs. J'espère. De Greg depuis le début de la saison. Bien sûr. Greg, tu peux me citer le score du Super Classico River Boca Juniors? Je me suis arrêté 1-0. Ça s'est terminé 1-0. Ouais, je me suis endormi, j'ai vu le but et après je me suis endormi. Très beau le Looking for Buenos Aires, mais il y en a un nouveau. Je sais pas si vous avez vu Looking for Athènes. Celui-ci je l'ai pas vu. Il vient de tomber en fait. Il vient de tomber. C'est avec la rivalité là. Exactement. Olympiakos, toutes les histoires sociales et politiques qui vont avec. Je pose une question à notre invité du jour, Elisabeth. Est-ce que vous aimez l'Italie? Oui, beaucoup. Vous aimez Rome alors? Je ne suis jamais allée encore. Eh bien Connais écoutez, bien la on va Toscane. partir à la découverte de Rome, à la découverte de l'Italie. L'Italie, on en a toujours un petit peu chaque semaine avec notre ami Eddie Amari. On va aller plus précisément à Rome et on va essayer d'aller rendre une visite à Monsieur Francesco Totti. C'est tout de suite dans l'humeur d'Eddie Amari. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddie Amari. Questa città, unico grande amore di tanta e tanta gente che fai sospirare. Il tocco del capitano una fucilata all'area di rigore, nulla più da fare Andanovic, gol numero 13 all'Alleanza per il capitano. Roma bella. La ville éternelle maintient sur scène chaque week-end pour le plus grand bonheur des amateurs de football, l'un des plus beaux joueurs de ces années 2000, à savoir Francesco Totti. À 37 ans, le numéro 10 de l'AS Roma nous a ébloui une nouvelle fois par son talent samedi dernier lors du choc au sommet contre l'Inter Milan en inscrivant un doublé, dont un magnifique tir à plus de 25 mètres, justifiant ainsi ses 99% de puissance de frappe dans FIFA 14. Plus que le maintien sur scène d'un athlète, c'est surtout un espoir et une fierté dans le football qu'a représenté la prestation de Totti samedi soir. Dans une époque où les joueurs s'habillent du costume de mercenaires et embrassent
un nouveau logo de club chaque année, Francesco Totti, lui, a su rester fidèle à sa Roma au cours de ses 24 dernières années. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a longtemps été boudé par le grand public italien sous le maillot de la sélection. Un peu trop marqué Roma ou un peu trop fidèle dans un pays réputé pour son machisme. Ces mêmes détracteurs pourront toujours dire qu'il n'a remporté aucun titre majeur dans son club ou même qu'il n'a reçu aucune récompense individuelle. Mais tout ça nous est bien égal parce que plus que des titres, Totti s'est inscrit dans l'histoire d'un club et d'un peuple. Il repeint les murs de sa ville chaque semaine de couleur jaune comme le soleil et de rouge comme l'amour, à l'image de son maillot giallo-rosso. Peu de supporters au monde peuvent se vanter d'avoir un joueur dans son effectif qui, par amour pour son maillot, n'a pas cédé au chant des sirènes en snobant le maillot du Real Madrid et l'argent de Chelsea. C'est pour ces raisons, les amis, à l'image de César dans la cité romaine, je lève mon pouce pour rendre hommage à l'un des joueurs les plus sous-cotés de ces dernières années, Il Capitano Francesco Totti. Magnifique, monsieur Eddy Amari. Moi aussi, à chaque fois, il me fout un cafard dans cette émission. Je vais te mettre en fin d'émission si ça continue. Hein. Après, vraiment, c'est le petit texto de Greg samedi dernier. Moi, il devait être bien aimé. Non, mais moi, ce qui m'a entendu encore plus dingue, c'est la déviation qu'il fait sur le 3e. Voilà. C'est exceptionnel. Et c'est le petit message de Greg, parce que moi, je n'avais pas vu le match en direct. Et c'est son petit message, lorsqu'il m'a parlé un petit peu de la prestation de Totti, qui m'a vraiment motivé à regarder le match en rentrant chez moi. Et vraiment, quel joueur. Et puis, c'est surtout ça qu'on aime chez Totti. Maintenant, il en reste très très peu des joueurs. Il y a Javier Zanetti à l'Inter, mais qui n'a pas été formé à la Roma. Il n'est pas issu de Rome. Lampard n'est pas issu de Londres non plus. C'est un joueur, enfin pas issu de Londres, il n'est pas issu de Chelsea. Voilà. Il reste encore Steven Gerrard, oui, qui lui aussi est un porte-drapeau, mais c'est ça, c'est ces histoires-là qu'on aime dans le football, c'est les derniers, et espérons qu'il y en aura d'autres. Mais il y a carrément un plébiscite cette semaine. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Et la déclaration de Gianluigi Buffon. 7 matchs à 37 ans. Pensez-vous qu'il puisse jouer la Coupe du Monde tout simplement cet été? Bien sûr. Mais moi, j'y crois fortement et je vois ce qu'est en train de faire Prandelli avec ses entre guillemets anciens à gérer, à pas prendre Pirlo là parce qu'on le rappelle, l'Italie est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Ouais. Et je pense que s'ils arrivent à gérer Totti de la même manière, il peut être exceptionnel à la Coupe du Monde. Une préparation spécifique en vue de la Coupe du Monde, un peu ce qu'avait fait notre ami Zinedine Zidane en 2006. On le rappelle, je l'avais déjà dit la semaine dernière, l'AS Roma ne joue pas de Coupe d'Europe cette année. Exactement. Donc il a un match par semaine, voilà. Il a un match par semaine, donc il peut se gérer. Espérons qu'il soit épargné par les pépins physiques. Voilà. Surtout, exactement. C'est surtout ça. Et on rappelle une chose, c'est qu'actuellement l'attaquant de l'Italie, en tout cas lors de la Coupe des Confédérations, c'était comme ça. Et je crois qu'en début de saison, ça a été ça. C'était Gilardino. Donc on se dit. Après, il y a Balotelli. Il y a Balotelli aussi. Balotelli. On sait qu'il y a de grosses histoires entre Balotelli et Francesco Totti. Souvenez-vous, l'époque où Balotelli jouait à l'Inter et Francesco Totti, bien évidemment, à la Roma. C'était chaud dans les matchs. C'était très très chaud dans les matchs. En tout cas, on attend. Vous êtes tous favorables à un retour de Francesco Totti pour la Coupe du Monde. On a envie de le voir, bien sûr. Comme l'a dit Gianluigi Buffon cette semaine, Francesco Totti est immortel. Exactement. C'est un beau point final. Je ne rajouterai rien, mon cher Eddy. Il a fait son papier jusqu'au bout et en plus, il nous gratifie d'un super billet d'humeur à la fin. Bravo à Eddy. Tu reviens la semaine prochaine. Tu as gagné ton ticket en tout cas pour la saison. Samedi soir, j'espère. Je t'enverrai à la Coupe du Monde. Samedi soir prochain, ça va pas d'infini, les gars. Parce qu'attention, les questions la semaine prochaine seront pires. Attention. Tout de suite, on va passer au premier débat. On va parler un petit peu de l'équipe de France. On va parler un petit peu justement de cette Coupe du Monde 2014 qui nous attend l'été prochain du côté du Brésil. Un petit jingle et on revient tout de suite. Et c'est l'heure du premier débat. Vous écoutez IDFM Sport sur 98 FM. Alors pendant que l'équipe de France affrontera l'Australie ce soir en amical, ce week-end se déroulera l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans le groupe I, celui de la France, bien sûr, on restera attentif à Espagne-Bélarus. Bélarus, en fait, c'est Biélorussie, voilà, tout simplement. Espagne-France à égalité de points, je vous le rappelle, même si l'Espagne, en fait, avant son match contre la Biélorussie, compte un match de moins que l'équipe de France. Donc on va suivre, bien entendu, ce résultat. Et puis Greg, ailleurs en Europe, surtout ailleurs qu'en Europe, en Amérique du Sud, on le rappelle, le Mexique et le Paraguay ne seront pas au Brésil. Et dans la zone Afrique, on se dirige vers un barrage Sénégal-Côte d'Ivoire. Attention. C'est très chaud. Ça va être très très chaud. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était le barrage déjà pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle comment ça fait fini au Sénégal avec un stade envahi. D'ailleurs, les Sénégalais ne joueront pas leur match retour au Sénégal. Ils joueront au Maroc puisqu'ils sont suspendus pendant 1 an de pouvoir jouer. Et d'ailleurs, ils n'ont qu'un seul stade, donc ils ne peuvent pas jouer de part en même temps parce que le stade a vraiment été détruit. Après, on va parler rapidement. Tu disais le Paraguay, c'est déjà fini. On le rappelle. Mexique. Le Mexique, c'est pas encore fait. Le Mexique, ils peuvent encore accrocher la place de 3e, voire de 4e qui est barragiste.
Troisième, ça va être plus dur parce qu'il y a le Honduras qui a 3 points d'avance. Donc le Mexique peut accrocher la place de 4ème qui la ferait jouer en barrage contre la Nouvelle-Zélande. Ce qui est jouable. Ce qui est très jouable, mais le Mexique, pour le moment, dans cette campagne de qualification, n'a gagné qu'un seul match. A fait 5 matchs nuls. Ils viennent de remporter la Gold Cup, c'est ça qui est impressionnant. Ils ont battu toutes les équipes dernièrement en Gold Cup et. Enfin non, je dis n'importe quoi, parce qu'ils ont perdu. Non, ils ont été. C'est l'Amérique, les États-Unis qui ont remporté. Mais ils avaient quand même fait demi-finale, donc ils avaient quand même battu pas mal d'équipes. Mais il me semble que le Mexique, c'est l'une des seules équipes à avoir participé à tous les mondiaux. Non, je suis en 2002, je suis pas sûr qu'ils y soient. Si, ils y sont. Je suis remonté, c'est 90. 90 Ouais, 90, ils y sont pas. D'accord. Jusqu'à. Voilà. C'est une équipe historique de la Coupe du Monde. Tu fais bien il y a toujours 13 participations. Il y a toujours de très beaux joueurs au Mexique. Mais moi, je pense que le duel Sénégal-Côte d'Ivoire est un petit peu surcoté. La Côte d'Ivoire a beaucoup de chances de passer face au Sénégal. Oui, le Sénégal est plus que ce qu'il est. On est un petit peu tous dans comment dire. On voit encore le Sénégal de 2002. On voit encore le Sénégal de 2002 et puis on a tous autour de nous des Sénégalais, des Ivoiriens, tout le monde qui se chambre, Ça va être chaud. Et du coup, ça surcote un petit peu. Le niveau de la Ligue 1 qui baisse, forcément l'équipe du Sénégal. Mais je pense que je pense que c'est réellement sur une pente ascendante le Sénégal. Honnêtement, en termes de défense, même offensivement. C'est quoi, c'est un effectif assez jeune? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Souviens-toi la dernière Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière. C'était vraiment, ça volait pas haut, le Sénégal. Ils se sont fait éliminer dès le premier tour même. Ouais. Non, on parle de génération de joueurs au Sénégal, mais ça vaut vraiment pas le coup. Il y a beaucoup d'attaquants certes, mais milieu de terrain c'est très Ouais, faible. attention parce que pour moi c'est une courbe qui est en train de s'inverser. La Côte d'Ivoire est pour moi sur une pente descendante et le Sénégal est sur une pente ascendante. Ouais, mais la Côte d'Ivoire, ils ont toujours leurs très gros joueurs. Ça reste quand même du Yaya Touré. Il a tout à fait raison. Il y a des cadres. Il y a des cadres en Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire, il y a des cadres, il y a un état d'esprit et une autorité qu'on retrouve pas dans le vestiaire sénégalais. Et moi les gars, je mets un billet sur le Sénégal. Allez, j'enregistre les amis et comme ça, on en reparlera dans quelques mois. C'est parfait. Je crois pas du tout en Sabri Lamouchi. Je mets un billet sur l'arbitre. Toujours en Afrique, c'est des histoires d'arbitre. Et de marabout. Non mais c'est vrai, vous connaissez la superbe. Enfin bref, elle est très longue à raconter. Claude Leroy a raconté souvent cette anecdote, mais on n'en parlera pas. D'autres belles rencontres en Afrique. Burkina Faso contre l'Algérie, les Burkinabés qui sont finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le champion d'Afrique justement, le Nigeria qui va jouer contre l'Éthiopie. Éthiopie pareil, qui est une équipe qui est en train de monter, qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations, qui était en quart de finale à la Coupe d'Afrique des Nations, et là qui est donc qualifié pour le dernier tour. Les Nigérians devraient passer avec leur ossature de l'équipe championne l'an passé. Autre grosse affiche, la Tunisie qui jouera contre le Cameroun. La Tunisie qui a été repêchée par chance, entre guillemets, avec cette victoire sur tapis vert aux dépens du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui devait passer normalement à la base. Et puis le dernier match, pour moi, c'est le gros match de ces qualifs avec le Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est le Ghana-Égypte. Oh, Ghana-Égypte, ça c'est une vraie, c'est peut-être une plus grande. Vous savez que j'aime le Ghana, quand on a commencé IDFM Sport, c'était en pleine Coupe d'Afrique. Ouais, c'est vrai, un des premiers sujets qu'on avait fait. Et l'Égypte qui avait gagné 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations récemment. Grâce aux arbitres, l'Égypte a un très bon contrat. L'Égypte a un très bon contrat avec les arbitres. Ça on peut le dire. Et Dan Vitello, je travaillais pour les FFF, ne me grille pas si tu veux, s'il te plaît. Non, mais franchement, des matchs très intéressants. Bien sûr, très beau match. On va se repositionner un petit peu sur l'Europe avec les 10 qualifiés. On va en parler des 10 qualifiés parce qu'il n'y a pas que des Européens. Les États-Unis, le Costa Rica, l'Argentine, ça c'est pour l'Amérique du Sud. Italie, Pays-Bas, ça justement c'est pour l'Europe. En Amérique du Sud, il faut rajouter bien sûr le Brésil qui est qualifié d'office. Et puis également, on a la Corée du Sud, le Japon, l'Iran, l'Australie. Est-ce qu'on a des équipes qui peuvent se qualifier ce week-end? Je pense notamment peut-être à l'Allemagne. En premier lieu, la Belgique. Ouais. Et la Belgique surtout. En effet, c'est vrai. Parce que on a un Belge dans le studio. Ça fait 5 points d'avance, les amis. On va jouer à Zagreb. On est confiant. C'est tout à l'heure, là, c'est à 18h. Ça va être compliqué quand même. Il faut juste un petit match nul et on est. Surtout, c'est le deuxième match. Ils reçoivent après le Pays de Galles, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, donc c'est plutôt tranquille. Voilà, alors que la Croatie va jouer en Écosse. On sait que l'Écosse, ça peut être difficile. Bon, c'est plus l'Écosse. Gros test pour les Belges, parce qu'à savoir s'ils ont. Attention, la Croatie, c'est quand même très technique. Et comme tu le dis, c'est vrai, il va y avoir une pression, une ferveur populaire. Je pense que ça va être très chaud. Complètement. Mais bon. Au vu de ce qu'ils ont montré, les Belges méritent largement la qualification. Et puis le match est sur BeIN. Je sais pas honnêtement. Mais en tout cas, au match aller, en tout cas, le pro Canal+. Voilà, mais il travaille Canal+. En tout cas, au match aller, en dehors du score, donc parce qu'il s'est terminé à 1 partout, au niveau du jeu, la Croatie n'était pas là du tout. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur but, mais la Belgique a étouffé. Alors peut-être parce que c'était à domicile, mais la Belgique a totalement étouffé la Croatie. Donc après, non, c'était vraiment incomparable. La Belgique aurait dû gagner le match aller. Après, on le sait, un match comme ça. Et puis justement, on a souvent parlé de cette jeune génération belge. Est-ce que
On a du Van Buten derrière qui a de l'expérience, mais on sait que devant c'est très très jeune. À voir, mais il faut le regarder parce que je pense que ça va être très bien. Très beau match. Ils ont intérêt à être très collectif parce qu'on parle beaucoup d'ego en équipe de Belgique avec toute la concurrence qu'il y a. C'est là vraiment qu'on va les tester aujourd'hui. Marc Wilmots, le sélectionneur, a fait un très très bon travail, contrairement à son prédécesseur. Je me rappelle plus. Georges Lekens, qui était déjà là. Qui avait justement eu beaucoup de mal à gérer l'ego de ces jeunes joueurs. Notamment Eden Hazard, on savait qu'Eden Hazard n'était pas titulaire, ce qui est un peu. Il était parti au Quick. Chez McDo. Il n'avait pas été sélectionné. McDo, tu dis. Je crois que c'était en Belgique. Il a fini chez McDo à la fin du match. Non, mais c'est vrai, on l'avait déjà dit. Est-ce que tu as quelques petites rencontres, groupe par groupe à nous donner? On parle un petit peu. Le B, on a dit l'Italie qualifiée. Tout va jouer pour la deuxième place entre le Danemark et probablement la Bulgarie. Le Danemark accueille l'Italie, ce sera ce soir également. Donc ça va être chaud entre les deux équipes. Nous, ça nous intéresse les deuxièmes places parce qu'on risque probablement en tant que Français d'être deuxième. Donc voilà, on va s'intéresser à tous les deuxièmes potentiels puisque ça serait des adversaires potentiels. Voilà. Ouais, tout à fait. Dans le groupe C, pareil, l'Allemagne a 5 points d'avance, donc l'Allemagne est pratiquement qualifiée. Deuxième place entre la Suède et l'Autriche. Ce soir, la Suède accueille l'Autriche avec un Zlatan qui est au max. Et qui adore son nouveau stade. Voilà. Donc voilà, la Suède pourrait probablement finir deuxième de ce groupe C. Dans le groupe D, tu l'as dit, les Pays-Bas sont qualifiés. La deuxième place se jouera entre une ancienne grande puissance du football européen, la Hongrie. Ah oui. Très longtemps. Ça serait fou. Ça serait fou de retrouver la Hongrie. Et les Hongrois ont un point d'avance sur la Turquie. Ouais. Et les deux équipes affrontent les Pays-Bas. D'abord, la Hongrie va jouer aux Pays-Bas et ensuite la Turquie accueille les Pays-Bas. Pour le dernier match des Hollandais. Voilà. Avantage Turquie alors. On peut le dire. Avantage Turquie, mais je vois bien une petite surprise. Moi, je vois bien les Hongrois. Je vois bien les Hongrois passer, être deuxième de ce groupe. Moi, j'aime bien quand les Turcs participent à une Coupe du Monde. J'adore ça. Ils mettent toujours de l'envie, c'est quelque chose. Même dans les tribunes, il y a de l'ambiance. Souvenez-vous, l'Euro 2008, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Une génération qui est quand même pas terrible. Vieillissante, et c'est vrai qu'il y a un réservoir derrière qui est toujours il se passe toujours quelque chose avec cette équipe. Toujours. Ils ont du cœur. C'est par rapport à la nouvelle politique de leur championnat, c'est-à-dire à force de recruter de l'étranger et mettre de l'argent, les générations turques ne sont plus les mêmes qu'auparavant, des Hakan Şükür et j'en passe. Exactement. Maintenant, c'est Umut Bulut. Ouais, ou Melvut Erding qui avait marqué. Donc c'est pas très fort. Ah non. Exactement. Arda Turan quand même. Ouais, ça c'est lui, c'est la star. Grand joueur de l'Atlético Madrid. Dans le groupe E, la Suisse pratiquement qualifiée aussi, 5 points d'avance sur un peloton de tête, puisque ensuite ils sont 4 équipes en 3 points, l'Islande, la Slovénie, la Norvège et l'Albanie. On parlait de la Belgique, je veux comparer la Belgique et la Suisse parce que c'est deux équipes très jeunes et la Suisse produit un très très bon football. Attention à la Suisse. On va pas parler de finale de Coupe du Monde encore. Mais tu les prends en tirage à la Coupe du Monde, il faut toujours une surprise. Souvenez-vous, Coupe du Monde, ils ont battu les Espagnols lors du match d'ouverture. Voilà, même nous, les Français nous avaient accrochés en 2008 match d'ouverture. Il y a la qualité. Et puis ils ont la qualité. Oui, voilà, il y a Gökhan Inler, le Napolitain, il y a Shaqiri, le joueur du Bayern. Non, franchement, ils ont des très très bons joueurs. Attention. Toujours Senderos, défenseur d'Arsenal. Senderos, c'est intéressant. Voilà. Donc les Suisses bien partis. Puis la deuxième place, avantage à l'Islande. Pareil, les Islandais. Ça serait fou de les voir en Coupe du Monde. Et de pas y aller et de te dire les Islandais, ils sont c'est peut-être ce qui nous attend. Voilà. Dans le groupe F, duel entre la Russie et le Portugal, ça c'est pareil, avantage à la Russie, puisque les Russes ont un point d'avance, ils vont au Luxembourg et en Azerbaïdjan, donc plus facile. Les Portugais, Vegas all-in, et les Portugais accueillent Israël ce soir. Les Portugais, ils iront probablement en barrage. Chaque année, tous les 2 ans, ils ont du mal vraiment les Portugais. Mais à chaque fois, ils sont en demi-finale après des Coupes du Monde, des Euros. À moins qu'ils tombent sur la France en barrage, attention les amis. Non, mais les Portugais sont plutôt occupés transfert en ce moment avec Jorge Mendes et tout. On n'a pas le temps pour ces qualifications, ça vient après. Le groupe G, la Bosnie et la Grèce sont à égalité. Avantage à la Bosnie qui accueille le Liechtenstein et qui ira jouer en Lituanie, alors que les Grecs affronteront la Slovaquie et enfin accueilleront le Liechtenstein. La Bosnie se serait mérité. On le rappelle, nous, il y a 2 ans, on a vu énormément de mal à passer devant les Bosniaques, devant les Bosniens même, je crois qu'on dit maintenant, qui s'était fait sortir ensuite en barrage par le Portugal. Cette année, ce serait vraiment mérité. Et puis dans le groupe H, c'est pour moi le groupe le plus intéressant puisqu'il y a 4 équipes qui peuvent encore se qualifier. L'Angleterre, le Monténégro, la Pologne et l'Ukraine, avec un petit avantage aux Anglais qui accueillent le Monténégro et qui accueillent la Pologne.
Et ils ont un point d'avance sur l'Ukraine et le Monténégro, mais ça va être très serré. Ça chaud, peut être très très intéressant. Et on pourrait ne pas voir les Anglais à la Coupe du Les Monde. Anglais aussi tout à ont toujours fait. du mal. Tout à fait. Bah, souvenez-vous, ils n'avaient pas participé à l'Euro 2008. C'est ça. Même à l'inverse, tu regardes certaines dynamiques, des fois tu as des équipes qui sont invaincues par exemple en éliminatoire, et ça nous est arrivé je crois, et derrière tu fais une mauvaise compétition, et à l'inverse des gens qui galèrent en éliminatoire, qui c'est le cas souvent des Pays-Bas qui sont et les souvent... Pays-Bas c'est vrai, ils sont tous je disais la France parce que c'est une énorme erreur. Les Pays-Bas souvent gagnent tous leurs matchs et ils arrivent bon, à part au Mondial 2010 où ils avaient été en finale, mais c'est souvent le cas des Pays-Bas aussi. Je voulais vous faire écouter, messieurs, un petit sonore. Ça concerne l'équipe de France. L'équipe de France, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, et c'est fait exprès parce qu'on en a déjà beaucoup parlé depuis le début de la saison. Que là, le match contre l'Australie, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. On verra, on attendra en tout cas les barrages. Je voulais vous faire entendre Matuidi et Debuchy qui réagissent en fait après la visite de l'hippodrome. C'était de Vincennes, il me semble, où ils sont allés en visite aujourd'hui cette semaine, et où ils sont. C'est une sorte d'opération communication en fait. Ils sont allés à la rencontre du public. Et au même moment, RMC Sport, nos confrères, sortait une étude qui expliquait que 65% des Français ne voulaient pas voir l'équipe de France partir à la Coupe du Monde. On écoute Matuidi et Debuchy qui réagissent par rapport à ça, et puis on touche un tout petit mot assez rapidement. On le sait, et c'est vrai qu'on a envie de leur rendre ce qu'ils nous donnent, et j'espère qu'il sera encore derrière nous justement pour les 2 prochains matchs, parce qu'on en a besoin, et après il y aura les barrages en novembre, donc on a envie de se donner les moyens justement pour aller à cette Coupe du Monde. Quand même. Ouais, il y avait du monde, c'est vrai que c'était pas évident. Mais ça a été plutôt bien géré, et puis ça a été sympa de rencontrer autant de monde comme ça. C'est vrai qu'on était au cœur de la foule, et de temps en temps je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de France ? 65% des Français ne veulent pas voir l'équipe de France partir à la Coupe du Monde. Vous y croyez pas ? Un rapide tour de table, les amis. C'est n'importe quoi, on sait même plus qui on interroge, donc je pense que la plupart des Français voudraient voir quand même leur équipe disputer la Coupe du Monde. Ça aurait plus de charme. Nous au mois de juin, on a envie de se bloquer le mois de juin, et on aime bien. Mais pour voir quoi ? Pour voir le même désastre qu'en 2012 et en 2010, non ? On y est habitué. Personnellement, on s'y habitue. De toute façon, si on va au mondial, on sait très bien comment ça va se passer. Et de toute façon, aucune conclusion ne seront tirées. Donc qu'on aille au Brésil ou qu'on n'y aille pas, ça revient strictement au même. Je suis pas aussi pessimiste que toi, mais c'est vrai que ce serait peut-être un mal pour un bien que l'équipe de France n'aille pas au mondial, et qu'enfin on se pose des bonnes questions. Mais on se les posera pas, les bonnes questions. Le problème, c'est qu'il y a un souci de mais le désarmement va continuer, ça veut dire avec les bien supporters. sûr, mais on se posera jamais les bonnes questions. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 2010 ? Le fiasco de la Coupe du Monde en 2010 avec la grève des joueurs, la lettre de Raymond Domenech, Franck Ribéry qui passe à Téléfoot en claque. Vous vous rendez compte ? Après ça, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Tu sens le garçon qui s'est plongé dans le livre de Domenech. On va aller, si on va à la Coupe du Monde, on ira à la Coupe du Monde. Et même si on est ridicule, il se passera rien derrière. Non, moi je pense que. Donc autant y aller. Non, je pense que tout est bon à prendre, parce qu'une surprise peut juste relancer une dynamique. On ne sait pas. Tu sais pas. T'as des équipes, enfin dans toutes les grosses compétitions, on a toujours connu des différents ressorts. On va dire par exemple, je prends toujours. Voilà. Déjà en 2006, on peut pas comprendre. Déjà en 2006, on avait des cadres comme Thuram, Makelele et Zidane. Ils sont venus, on donnait pas cher, on savait pas forcément ce que ça allait donner. Déjà dans l'état d'esprit, c'était autre chose. Non, on partait pas. On partait pas finaliste en 2006. Je suis d'accord avec Valentin. Je suis d'accord avec toi. On partait pas finaliste, bien évidemment. Mais après, je parlais dans l'état d'esprit ou de ce qu'avaient produire les joueurs. En 2006, on savait qu'on n'allait pas être ridicule. On n'avait pas être ridicule, on n'avait pas, se foutre la honte comme on s'est foutu la honte en 2010 ou en 2012. Après, tu peux avoir dans une Coupe du Monde, c'est le tirage au sort que tu peux prendre dans les poules, etc. Tu peux avoir une bonne surprise, tu peux sortir difficilement des poules et arriver quelque part. Et je pense que si l'équipe de France, malgré qu'on n'y croit pas du tout, comme d'habitude, arrive à trouver une bonne dynamique, justement, s'ils arrivent déjà à cette Coupe du Monde, je pense que c'est ça qui pourrait relancer par la suite le groupe France et la FFF. En tout cas, déjà, battons les Sokeros ce soir, déjà, et les Finlandais. C'est pour ça que je dis déjà, il faut y aller. On va prendre, si vous le voulez bien, quand même l'avis d'une femme, Elisabeth, qui est avec nous. Je sais que vous sans doute regardez l'équipe de France de loin, mais vous avez entendu parler quand même de toutes ces affaires, l'affaire Naïsna, toutes ces affaires-là. Est-ce que pour vous, c'est une obligation que l'équipe de France aille au mondial ? J'en serais fière. Ouais, quand même. Oui, quand même. Malgré le ridicule. Voilà. Mais tous les Français seraient fiers. Voilà, on a terminé ce débat, alors c'est très bien. Merci à tous pour ce débat, le premier débat, le seul débat de cette émission, bien sûr. Et vous le savez, tout à l'heure, on va partir sur une petite interview. Mais là, tout de suite, c'est le journal de l'Île-de-France, où on a quelques surprises, notamment Sébastien Robert, le nouveau coach de Red Star, qui nous attend. Un petit jingle et on revient tout de suite pour le journal de notre ami Valentin Paris, bien sûr. Les informations sportives dans votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Oh,
Et Valentin, si tu le veux bien, on va ouvrir ce journal sur deux nationales comme chaque semaine, mais on va parler surtout du Red Star aujourd'hui. Ouais, on voulait reculer la crise, on voulait que ça soit le plus loin possible, mais aujourd'hui on est dedans. Le Red Star est bien dans cette crise, encore battu la semaine dernière 1-0 face à Colmar, et montrant toutes les lacunes d'une équipe très très fragile. L'Étoile Rouge est 16e et relégable de national. Laurent Fournier viré, Sébastien Robert prend l'intérim. Plusieurs noms sont venus ensuite agrémenter les bricoloirs. Raymond Domenech, Oli C'est Nicole. mort pour Domenech, c'est sûr. Oli Nicole, c'est pas sûr. Et surtout Marco Simone. Marco Simone. Marco Simone, tout à fait. Alors moi, je vais vous dire, mes amis, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde à Marco Simone, parce qu'on a Sébastien Robert qui est avec nous au téléphone, et que Sébastien Robert, donc, qui assure l'intérim de Laurent Fournier, est avec nous. Salut Sébastien. Bonsoir. Comment vas-tu Sébastien? Bonsoir Sébastien. Très bien, après une semaine assez riche en émotions. Alors Sébastien, je suis ravi de t'avoir dans ce studio. On avait commenté l'année dernière le National, ça sans doute que les gens s'en souviennent encore avec les bonnes blagues qu'on faisait. Surtout Sébastien, je voulais savoir et voir avec toi comment tu les as trouvés, ces garçons que tu as récupérés en début de semaine, dans quel état psychologique ils étaient? Un état psychologique toujours difficile, puisque bien sûr beaucoup de joueurs étaient affectés, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient quand même sur le projet avec Laurent. C'est lui qui a fait le recrutement, donc toujours abattus, puisque c'est vrai qu'ils étaient proches de Laurent Fournier, donc il a fallu leur redonner un petit peu de plaisir à l'entraînement pour qu'ils oublient rapidement, pour passer rapidement à la compétition qui est le match de demain, quoi. Le match de demain, la Coupe de France contre Ivry, très clairement, comment tu as préparé ce rendez-vous et qu'est-ce que tu attends de tes joueurs? Je l'ai préparé en essayant de garder cette continuité et peut-être leur redonner confiance pour qu'ils puissent, enfin se libérer et pratiquer un football qu'on attend, c'est-à-dire un football où les objectifs quand même sont clairs. C'est quand même un effectif qui est bâti pour la montée. Donc leur redonner les objectifs, même si le début de championnat est difficile, mais les objectifs sont quand même assez grands. Donc c'est surtout de leur apporter peut-être un peu de confiance et peut-être un autre discours qui a peut-être pas été le bon, en tout cas vu les résultats, quoi. Sébastien, est-ce que bonjour, c'est Grégory Drouillat. Est-ce qu'on se voile pas la face quand même au Red Star? Parce que j'entends l'objectif c'est la montée. L'année dernière on se sauve à la dernière journée, on fait on fait venir pas mal de joueurs. On le sait qu'un groupe et un effectif, ça ne se construit pas comme ça en 2 mois. Est-ce qu'on ne s'est pas voilé la face en début de saison en disant que on avait de aussi hauts objectifs? De toute façon, oui, sûrement. Maintenant, on connaît un petit peu tous ces clubs parisiens qui veulent monter assez rapidement. Maintenant, moi, je suis pas là pour juger, peut-être le choix du club. Maintenant, moi, je vous dis, c'est l'effectif qui est en place. C'est un bel effectif. Maintenant, est-ce qu'ils vont assumer ce statut? Je sais pas, c'est toujours pareil. C'est des fois la mayonnaise prend et puis ça part bien. Là, c'est vrai que ça n'a pas pris. Mais si on regarde bien l'effectif, c'est quand même un effectif de qualité. Donc, il y a sûrement quelque chose d'intéressant à faire avec ces joueurs. Donc il faut garder toujours cette ambition. Maintenant, est-ce que les objectifs vont être atteints? Pour l'instant, c'est mal parti. Mais en tout cas, je suis là pour essayer de faire repartir la machine. L'homme de la situation, Seb. Justement, je voulais parler un petit peu plus de toi. Ancien joueur, une patte gauche exceptionnelle, on peut le dire. Oui, il y a longtemps alors. Moi, je t'ai vu jouer. Je t'ai vu jouer il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois. La patte gauche était encore là, en tout cas. Comme Laurent Robert. Comme Laurent, c'est à peu près ça. Passé par Noisy-le-Sec, Le Havre, Fécamp, le Racing, Aubervilliers. Je crois que tu es parti du côté de la Tunisie aussi, en fin de carrière. Ouais, Zarzis. En Tunisie, c'est vrai que j'ai fait pas mal de clubs, mais bon, mais j'étais quand même assez fidèle sur les clubs. Je suis resté quand même quelques années à chaque fois, donc
même s'il y a beaucoup de clubs, je suis quand même quelqu'un de fidèle. Et toi, tu es directeur technique, on le rappelle, ta première fonction, en tout cas au Red Star, c'est directeur technique et entraîneur de la réserve. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'avoir un groupe un petit peu plus jeune? Je pense notamment à un joueur, Geoffrey Durban, que tu as beaucoup eu sous tes ordres. Est-ce qu'on risque de le voir un petit peu plus jouer avec toi aux commandes? Question piège. S'il est bon, bien sûr. Là, moi, mon objectif, c'est surtout de donner la responsabilité aux joueurs qui normalement devraient être au rendez-vous. Voilà, en premier temps, je pense je vais surtout privilégier donner la responsabilité aux joueurs cadres. Donc voilà, c'est maintenant c'est à eux de prendre les rênes. Maintenant, si demain ils répondent pas, peut-être qu'il y aura du changement, mais je pense que dans un premier temps, c'est quand même redonner une chance à tous ces joueurs qui normalement devraient être performants. Et ces jeunes qui sont comme Durban, comme Mohamed Cissé ou quelques-uns, et puis même ceux qui arrivent derrière, ça doit être des joueurs qui doivent être incorporés dans un collectif qui marche, et avec des joueurs cadres qui prennent quand même leurs responsabilités, quoi. Voilà, un petit peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que j'aurais pu révolutionner tout et mettre certains jeunes, mais je pense que sur un long terme, c'est pas la bonne solution. Je pense que sur un long terme, les joueurs qui vont faire la différence et des groupes qui font des grandes choses, c'est quand même avec des joueurs confirmés et des joueurs qui assurent leur statut. Merci beaucoup en tout cas Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation sur IDFM 98 FM. Nous, je vais te dire, on a beaucoup entendu parler de Marco Simone toute la semaine, mais nous on va ouvrir un groupe là, on va militer pour Sébastien Robert jusqu'à la fin de la saison, parce que je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien en Red Star en tout cas. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Bon match. Et puis je vous remercie. Et puis allez le Red Star pour demain alors. Exactement. Allez le Red Star. Merci beaucoup Seb. À bientôt. En tout cas, c'était Sébastien Robert bien sûr dans IDFM Sport 98 FM, et puis on continue avec le National et le Paris FC. Ouais, on continue de l'autre côté de Paris, à la porte de Montreuil. Les Parisiens ont encore chuté une troisième fois de suite, et la semaine dernière, c'est Luçon qui est allé gagner 1-0 à Dégirine. L'orgie de buts hebdomadaire, l'orgie de résultats hebdomadaire. En handball, les filles du Cergy Pontoise se rachètent après leur mauvais début de saison grâce à sa victoire en Coupe de France à Montigny-le-Bretonneux 20-30. Elles reçoivent dimanche Noisy-le-Sec dans le choc de la 5e journée de D2 féminine. En Coupe de France masculine, Saint-Olomone s'impose 33-39 au Chesnay et se qualifie donc pour la même occasion pour le 3e tour. En National 1 de basket, semaine mitigée pour le ES Cergy Pontoise, une victoire à domicile samedi dernier face à Blois 70-64 et une défaite lourde, une très très lourde défaite. Encore Ouais. À Charleville-Mézières 78-63. Les Valdoisins sont 11e. Ils reçoivent demain Rueil-Malmaison pour un derby qui s'annonce très très chaud. Et pour être complet, en rugby, Daumont, Lanterne Rouge de Fédéral 2 reçoit Rouen ce week-end. On va se suicider. Le journal de bonnes nouvelles. Voilà, c'est vraiment là, de plus en plus, c'est de pire en pire. Voilà. Et j'espère que les gazelles elles sont plus fortes que ça. Hein. Exactement, parce qu'elles y seront dans quelques semaines, bien sûr, dans ce journal. C'est terminé le journal. Bien sûr. Valentin, merci beaucoup à toi. Merci à Sébastien Robert qui était avec nous justement pour ce journal. Et on a parlé du Red Star et j'espère que tous les supporters étaient très heureux. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, sans doute une des parties les plus agréables, avec Elisabeth Megrelis qui est avec nous ici même en studio, et c'est tout de suite bien sûr l'interview de l'invité. Reportage, entretien, interview, place à la dernière partie du DFM Sport. Je vous le disais, Elisabeth Megrelis est avec nous. Elisabeth Megrelis, qui est-elle ? Eh bien, on va essayer bien sûr de le deviner ensemble. C'est une Anguinoise déjà, c'est une bonne chose. Engagée du 19 au 27 mars 2014 au rallye Aïcha des Gazelles. Vous ferez notamment, Elisabeth, équipe avec Ludivine Conil, dont on a parlé en début de émission. Alors Ludivine, on a un petit peu enquêté sur elle, 32 ans, gérante d'une sellerie, passionnée d'équitation, 2 enfants, et sa devise c'est « Quand on veut, on peut ». C'est exact. Pas d'erreur là-dessus. Elisabeth, d'erreur. on va parler un petit peu plus de vous. Et d'ailleurs, on pourrait vous appeler Lisa, paraît-il. Voilà, c'est mon surnom. C'est votre surnom. Tout le monde vous appelle comme ça. Voilà. 32 ans également, directrice adjointe d'une société d'ingénierie, 3 enfants. Vous êtes, vous, un petit peu la battante, on va dire, de ce duo. Fan d'opéra également. Et vous, votre devise, c'est toujours plus loin. C'est vous qui allez tirer le duo vers le haut, quelque part.
Oui, je suis un peu l'aventurière de l'équipe. D'accord. Alors Elisabeth, que l'on peut appeler Lisa bien sûr, vous avez rencontré Ludivine, c'était au collège Notre-Dame il y a 21 ans. En 6e. En 6e, Ouais. exactement. Et aujourd'hui vous partez donc au rallye Aïcha des Gazelles pour le côté sportif, pour le côté féminin et aussi pour le côté humanitaire. Si vous pouviez nous en dire un peu plus. Oui, alors c'est un rallye, on ne peut pas dire humanitaire, mais on va plutôt utiliser le terme de solidaire. Le rallye est organisé par une association qui fait équipe avec une association humanitaire qui s'appelle Cœur de Gazelle et qui organise une caravane médicale donc pour faire des consultations auprès des populations de bédouins croisés sur le circuit du rallye. Donc c'est une caravane médicale qui donne des consultations en ophtalmologie, en gynécologie, et en pédiatrie en majorité. Pour donner un chiffre, c'est 6000 consultations pendant la durée du rallye et distribution évidemment de produits pharmaceutiques, etc. Donc c'est un rallye qui est solidaire. Évidemment, il y a un respect de la population locale lorsqu'on passe dans des villages. Voilà. Nous, pour donner un côté encore un peu plus solidaire, on s'est mis en partenariat avec l'association qui s'appelle Enfance Maghreb Avenir et qui est présidée par un de mes amis de promotion. C'est une association franco-marocaine qui s'occupe d'enfants non scolarisés, donc qui s'engage à les scolariser et à leur donner tout le matériel nécessaire. Donc c'est une association qui a construit des écoles et qui s'engage principalement auprès de petites filles et situées dans la banlieue de Casablanca. Comment vous avez venu cette idée de participer à ce rallye, à cette aventure ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? J'en ai entendu parler, je me suis dit il faut que je le fasse. Ludivine est passée par là la même semaine, on a dû prendre un verre ensemble. Je lui ai dit il faut que ce soit elle, et puis voilà, c'était parti. Ah, mais c'est comme Greg et Linden samedi en fait. C'est exactement pareil. C'est très bien, vous avez une bonne idée. Mais du coup, comment on se prépare à un tel rallye ? Bah déjà on cherche des sous. Non mais ça faut en parler, c'est très important. Nous aussi on cherche des sous. Comment on cherche des sous ? Ça c'est la partie je pense la plus difficile. La partie physique viendra après, mais je pense qu'à côté de ça, ce sera plus facile. Il y a quand même un budget de 26 000 euros. Voilà, c'est des à chiffres qui sont réunir. conséquents. Donc c'est énorme. Alors c'est pas cher pour un rallye auto parce que le Dakar c'est beaucoup plus cher que ça. 26 000 euros, ça inclut absolument tout, notamment l'assistance mécanique, médicale, location du véhicule. Tous les stages de préparation, achat d'équipements, logistique pour amener le 4x4 sur place, etc. Donc les 26 000 euros, c'est tout compris. Mais il faut les trouver. Donc comme ça a l'air de rien, mais... Et aujourd'hui, je crois que vous n'avez pas tout trouvé en plus, c'est ça ? Non, il nous manquait 8 000 euros et on a eu la bonne nouvelle de la mairie d'Angers-les-Bains qui veut bien nous nous donner un petit coup de pouce. Combien vous donne là pour savoir un peu ? Pas assez apparemment. Je pense qu'il pourrait faire mieux. On lance un appel au monsieur le maire, bien sûr. C'est bientôt les municipales en plus. On sait qui nous écoute. Mais en tout cas, on a le soutien complet de la mairie d'Anguin. On va avoir une page sur le site internet d'Anguin. Et on parle actuellement de faire un départ officiel de l'Acheté du Lac d'Anguin-les-Bains vers le Troca. Ça serait très beau. Donc il y en a un bon soutien et il nous manque plus qu'un soutien de barrière. Ça serait vraiment chouette d'avoir l'hôtel. Pour pas les citer. Voilà, les casinos, l'hôtel. Parce que c'est vrai qu'Anguin rime avec son lac et son casino et donc avec le groupe Barrière. Tout à fait. Et vous êtes à l'image de Anguin et votre programme, justement, donc du 19 au 27 mars, c'est 9 jours de hors-piste dans le désert marocain. Il y a 150 équipages inscrits, 33 nationalités. Vous êtes un petit peu les représentantes de la France dans ce rallye Aïcha des Gazelles. Non, il y a parce que il y a majoritairement des Françaises. Il faut rappeler que c'est 300 femmes. C'est 150 équipages de femmes. Oui, que uniquement de femmes. Voilà, il n'y a pas un homme, si ce n'est que dans le bivouac, les mécanos, les cuistots, etc. C'est uniquement des femmes. Même pas un homme déguisé. Des privilégiés. Non, ils sont démasqués. Il y a toutes les... Non, pas possible. Pas possible.
Donc, navigation sans GPS, uniquement à la boussole. Hein. Uniquement à la boussole. Et à la règle, sinon, ça serait pas marrant. Et à la règle. Il y a besoin de règles pour tracer des traits sur une carte. Alors voilà, moi je suis très loin de tout ça. Sur moi avec mon GPS, je me suis dit, la règle, comment ça fonctionne? Avec une carte. Moi, la question que je vais vous poser, votre 4x4, on peut citer la marque Isuzu, oui, bien sûr. C'est une marque, je crois, asiatique. 4x4, 163 chevaux. Ouais. Est-ce qu'il faut des capacités de pilote pour participer au rallye à Échelle des Gazelles? Oui, on a une formation d'un week-end. Et on vous forme où? On nous forme à Ermenonville. Sur notre Ah oui, dune. il y a la mer de sable. Voilà, alors on pourrait. C'est vrai. Il y a des stages aussi au Maroc, mais alors là, ça augmenterait vraiment notre budget. Donc on a décidé de le faire pas loin d'ici. Et donc c'est sur un week-end, 10 heures de conduite le samedi, 10 heures de conduite le dimanche. C'est physique, hein. Donc ça, c'est physique parce qu'on apprend à désabler notamment. Et parce qu'on voit et qu'il y à a... passer des crêtes et des crêtes de dunes, c'est pas évident. On voit qu'il y a des stages, donc une grande formation et tout. Est-ce que dans les équipes, il y a des novices? Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà participé à ce type de rallye ou Jamais. autre? Jamais. Donc vous êtes novice dans ce genre d'activité. On est complètement novices et généralement, les femmes qui participent... alors, il y a deux types de femmes. Il y a les premières participantes et donc il y a un classement des premières participantes. Et après, il y a les autres. Et les autres, il y a des femmes qui l'ont déjà fait 10 fois. Et c'est des fanas, paraît-il, que quand on y goûte, on peut pas s'arrêter. On verra ça, on vous dira ça fin mars. Mais donc, il y a une grande majorité de novices, évidemment. Et ça fait pas peur de laisser ses enfants pour une telle aventure? Parce qu'on a vu dans les deux portraits que voilà, il y avait on a 5 enfants à nous deux, ouais. Et vous avez Super Marie alors? Elle non. Moi, oui. Emmanuel Moine. Ludivine est mère célibataire et moi j'ai un super mari qui va peut-être acheminer les 5 enfants sur la ligne d'arrivée. Voilà, il est vraiment génial. Alors nous on a un petit stagiaire dans l'émission, est-ce que ce serait possible de prendre Valentin dans la voiture pour qu'il fasse des reportages tout au long de... Pas non, possible. Impossible. Non, c'est un homme en plus. Merci Emmanuel quand même. Il y a pas mal de participantes qui essayent de faire venir leur mari en tant que mécano et ça pose des gros problèmes parce qu'ils sont refusés et alors elles se mettent sur leur et vous en termes de justement grands chevaux et elles claquent la porte, elles ne participent pas. Voilà, mais c'est un gros problème. Il y a pas mal de femmes qui essayent de caser leur mari dans l'organisation. Vous parliez de mécano de ça, vous avez des connaissances Pas encore, mais on va en avoir. On Parce a que une vous avez initiation. pensé aux soucis en pleine dune. Alors on a une initiation d'une journée de stage D'accord. mécanique. Alors c'est pas en une journée qu'on sait réparer un 4x4, c'est évident. C'est sûr. Mais on a 2 petits boutons qui vont être très utiles pendant le rallye. Il y a le petit bouton médical et le petit bouton problème mécanique. En espérant que vous n'utilisiez que le deuxième. Voilà, alors bon, aucun des évidemment, deux. mais le médical, oui, dès qu'on appuie dessus, on a des malus. D'accord. Donc le but, c'est d'essayer de se débrouiller entre nous. Et puis il y a une grande cohésion entre les équipages. Alors il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se suivre pendant l'épreuve, sauf dans les dunes, où on a le droit de se suivre à 3 équipages maximum. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par les dunes, j'ai vu ça, non? Ah bah on peut contourner, mais alors dans ces cas-là, autant rester chez soi. Aller au lac d'Anguin tranquillement. Vous pensez que les 150 équipages foncent direct dans les dunes? J'en suis pas sûr, moi, non? Vous êtes une casse-cou, vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'on y va tout un peu pour ça. Ouais, ok. Oui, bah si. Non, il faut du challenge si on se met sur. Enfin, tout est en parce que moi j'ai donc les images du Dakar, les triples tonneaux, les. non, c'est quand même pas quelque chose d'aisé. Il y a pas autant d'accidents. On n'est pas sur un rallye de vitesse, donc C'est comme sûr, on n'est pas pressé d'arriver, on prend notre temps et s'il faut 4 fois pour s'y reprendre à 4 fois pour passer une dune, et ben on s'y reprend à 4 fois. C'est un classement qui n'est pas en termes de temps, mais en termes de kilomètres, non? Voilà, c'est ça exactement. On a plusieurs balises, donc 5 ou 6 balises à aller toucher tous les jours. On nous donne les coordonnées GPS le matin au briefing en partant. Et il faut atteindre ces balises, toucher ces balises et revenir en faisant le minimum de kilomètres. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, on nous parle de beaucoup de retombées médiatiques, donc c'est suivi par la presse, la télé, etc. Oui. Est-ce que vous, parce que du fait que vous recherchez encore du budget pour conclure, pour vous lancer, est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes qui sont favorisées par rapport à d'autres, justement, par rapport à évidemment, évidemment, puisqu'il y a des équipes qui partent déjà. La Poste a des dizaines d'équipages. Bon, alors elles ont le 4x4, elles ont le matériel, elles ont tout. Ensuite, il y a, j'essaie de contacter Renault. Alors, je ne sais plus si c'était Renault. Si c'est Renault, ils sponsorisent personne parce qu'ils ont assez de nanas dans leur société pour envoyer des équipages. Donc il y a des équipages qui sont vraiment favorisés. Ouais.
Ok, donc c'est Par rapport à nous qui sommes là, 1 000 € par 1 000 €, 500 € par 500 €. C'est quoi la part d'argent personnel que vous avez? Zéro, d'accord. Pour l'instant, zéro. Hein. On espère à la fin zéro. Bien sûr. Parce qu'on veut vraiment le faire. Et là, il vous manque combien pour peut-être qu'un annonceur écoute 5 000 €. 5 000 €. 5 000 €. Et généralement, un appel au don. On fait un appel au don, Voilà. bien sûr. Hein. Alors, donc, c'est le 3676 pour bien sûr faire un appel. Vous avez un site internet, et bien sûr. Alors, on a une page Facebook, Voilà, ouais. les Gazelles d'Anguin, Gazelle Gazl, L pour Lisa et Ludivine. Et donc, vous pouvez, sur cette page, on a même créé une cagnotte en se disant si nos amis ont envie de mettre un petit quelque chose, on mettra leur prénom sur notre 4x4, on emmènera une partie d'eux-mêmes se promener dans le désert. Donc, on a une petite cagnotte et puis on fait aussi un appel au don pour l'association Emma, pour laquelle on s'est engagé à fournir 100 cartables fournis pour une année scolaire. Donc, ça veut dire 100 enfants scolarisés. À la fin du rallye, on ira à Casablanca pour remettre en main propre ces 100 cartables aux enfants. Voilà, c'est Donc déjà ça, une belle initiative voilà. sportive et il y a une belle cause en tout cas à défendre derrière. Il faut rappeler que chaque sponsor aura sa place justement sur la voiture. Exactement, sur les gilets, exactement, et sur la voiture. devant, derrière et sur la voiture. Donc, et qu'il y a un résumé, je crois, quotidien sur M6. M6, oui, sur tout à fait. M6. Sur Chéri FM également. Grand fan de Chéri FM. Voilà, exactement. Et M6, c'est en prime, c'est entre 20h30 et 21h. Entre 20h30 et 21h, c'est après scène de ménage. Alors, 5 000 € pour un prime sur M6, c'est pas très cher. Donc voilà, s'il y a des personnes très intéressées. Bon, après, je tiens à préciser que nous venons de trouver notre parrain que je rencontre demain et qui a accepté avec plaisir de nous sponsoriser, qui est Sylvain Augier. Voilà, vous allez avoir des sous là. Alors, on espère, on va voir. Un hélicoptère au moins. Et petite question people, on sait que Johnny Hallyday a participé plusieurs fois au Dakar. Est-ce qu'il y a des célébrités qui participent? Adriana. Adriana le fait. Non, Adriana l'a fait et Adriana l'a présenté sur Atis tous les soirs pendant 3 ans. Et cette année, elle s'est retirée. Elle s'est retirée cette année. Elle avait peur d'être là, c'est pour ça. Elle avait peur de perdre. Merci beaucoup, en tout cas, ma chère Elisabeth. On rappelle la page Facebook très rapidement pour les Gazelles d'Anguin, Gazelle Gazl d'Anguin. Et nous, on est bien sûr derrière les Gazelles de Anguin. De toute façon, on va les suivre. On va vous suivre pendant et on vous invitera avant de partir, bien sûr. C'est l'obligation. Et après, c'est rigolo. Est-ce que vous avez Twitter d'ailleurs? Non, on n'est pas sur Twitter. Eh ben, allez-y, mettez-vous à Twitter parce que Linden Lutello scrute la planète Twitter et va nous parler justement de la semaine de nos sportifs. C'est tout de suite avec Monsieur Linden Lutello. Quand les sportifs imitent le plus grand des twittos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Linden Lutello. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore mettre un jaune, mais c'est incroyable. Non, mais on n'est pas obligé de courir pour sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai, il n'arrête pas de. Non, mais c'est n'importe quoi. Depuis quand il faut sprinter pour sortir du terrain? On a le droit de marcher, c'est quand même pas interdit par le règlement. Non, mais monsieur Turpin, il craque. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Eh oui, Thiago Motta, Cavani, Ibra, eux tous ont vécu la malédiction Turpin justement le 6 octobre. Alors en dehors de la performance du PSG, on a eu droit donc au one-man show de Clément Turpin, j'ai failli dire autre chose, comme le dit Xavier Vioton sur Twitter. Et justement, ça a fait réagir Twitter. On pouvait juste taper Turpin, je pouvais avoir pour 2 heures de chronique, mais bon, comme j'ai 2 minutes, on va aller très vite. Alors j'ai GTS Émotion qui nous dit, en 5 matchs de Ligue 1, Turpin a mis 19 cartons jaunes, #arbitre du bled. Donc je pensais qu'il aimerait bien ça. Ensuite, leur canot qui nous met Manuel Valls aurait été séduit par l'appréciation de Clément Turpin, #expulsion. Rap Punchline qui nous met si tu fais un feat avec Clément Turpin, tu fais un carton. Bravo pour le jeu de mots. Il y a Babor qui nous met Info Business, l'imprimerie qui produit les cartons rouges de Monsieur Turpin vient de rentrer au 440. C'est pas mal. Pas mal. Alors, on a Vicenzo433 qui nous met Turpin vient de mettre un carton jaune à la clé de son vestiaire car elle estimait qu'elle mettait trop de temps pour s'ouvrir. Alors, Chris Smith qui nous met si seulement Leonardo était là, Turpin aurait pris une gifle en référence au célèbre Thiago Silva. Camille Combal qui nous met si vous avez un déménagement de prévu, contactez Clément Turpin, les gars, le gars est no limite niveau carton. Mais alors, le mieux, et pour conclure cette chronique, le mieux c'est ce qu'il y avait quand même sur la page Wikipédia, donc la page officielle Wikipédia de Clément Turpin qui a été piratée le soir du match. Alors, vous aurez pu voir, alors au lieu de la description habituelle, on a vu Clément Turpin est un faux arbitre international français de football né le 16 mai 82 à Bamako. Il représente la Ligue de Bourgogne, il est licencié au FC Monceau Bourgogne. Sa grand-mère pue de la gueule et il ne sait pas arbitrer.
Et il retourne bientôt en CFA2. Voilà, c'était donc ça a été modifié depuis, mais voilà, c'était un petit peu méchant et on dirait que lors du PSGOM. Voilà, ça sera tout pour la chronique Twitter. Merci beaucoup Linden et comme dit Christophe Dugarry. Mais monsieur Turpin, il craque. Voilà, il a complètement craqué. Merci à tous les amis, bien sûr, d'avoir participé à cette bien très jolie émission une nouvelle fois. On va quand même faire un coucou très spécial à Ludivine Conil, Marc Zach. J'ai retrouvé le nom exact. Oui, Conil, excusez-moi. Et bien sûr à Elisabeth Mécrédis qui était avec nous cette semaine. Merci. Les Anguiennoises, les Gazelles d'Anguin, soutenez-les en tout cas et essayez de leur apporter quelque chose. La chronique de Twitter, de Charlotte, c'est tout de suite. Bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin. Merci Valentin, merci Greg, merci Anthony, merci Linden. À la semaine prochaine, 13h, 14h comme d'habitude. Ça y est, Lyon et le PSG ont démarré leur Ligue des Champions. Non, je ne vous parle pas de la bande à Rémi Garde, on sait tous que les Lyonnais ne font pas partie de cette campagne européenne. Moi, je vous parle de la bande à Patrice Lair, celle qui gagne et qui brigue un 8e titre de championne de France consécutif, tandis que leurs homologues masculins connaissent certaines difficultés en Ligue 1. Bref, je m'égare, ce n'est pas le sujet. Moi, je vous parle de la Ligue des Champions féminine qui a débuté mercredi soir. Des débuts faciles pour Lyon qui s'est imposé 4-0 sur la pelouse des Néerlandaises de Twente et qui s'affirme un peu plus comme une des équipes favorites de cette Ligue des Champions qu'elles ont remportée en 2011 et 2012. Pour rappel, la saison dernière, les Lyonnaises s'étaient inclinées en finale face à Wolfsburg sur le score de 1-0. Début un petit peu plus difficile en revanche pour le PSG, qui a fait de l'Europe son objectif cette saison et qui commence malheureusement par une défaite face à Tyresö, 2-1. Tyresö, l'équipe suédoise dans laquelle joue Marta, 5 fois Ballon d'Or. Une défaite qui n'empêchera toutefois certainement pas les filles de Farid Benstiti d'accéder au 8e de finale, car grâce à Sabrina Delannoy, le PSG peut compter sur son but inscrit à l'extérieur. Match retour les 16 et 17 octobre prochains. Une Ligue des Champions qui doit également laisser un léger coup amer à Eurosport, diffuseur historique du foot féminin et en particulier de la Ligue des Champions, car la chaîne câblée a dû s'incliner devant beIN Sport qui a acquis les droits de diffusion des matchs à domicile de Lyon et Paris. Comme quoi, la guerre des chaînes ne concerne pas uniquement le foot masculin, mais touche aussi le foot féminin. IDFM Sport est une émission du groupe Initiative. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et initiative.com.